Bonjour, bienvenue à Manifeste, le podcast 100% politique où on parle de tout sauf de politique. Aujourd'hui, on reçoit le candidat tête de liste LFI à la mairie du 13-14, Monsieur Mohamed Ben Saad. Ben Saada. Bonjour, monsieur Ben Sada. Bonjour Reda. Bonjour Mohamed, on peut se tutoyer? Avec plaisir. Magnifique, magnifique. Donc, je vais Alors, laisser ouais. Reda commencer. Monsieur Ben Sada, on va commencer par votre parcours personnel. Déjà, c'est pour savoir dans quel quartier avez-vous grandi? Alors moi, je suis arrivé directement du Maroc à l'âge de 3 ans. Et moi, je suis arrivé à Parcoro, tout simplement. Bien Magnifique connu des secteur. Marseillais. Ouais, magnifique secteur. Mais alors pour le coup, image un petit peu bucolique. Mais Parcoro, quand je suis arrivé, moi, en fin 71, début 72, c'était la communauté privée qui se tenait avec un mélange des cultures, des communautés. Je me rappelle même qu'il y avait un gardien à cheval. Donc il y avait des fermes à côté, etc., etc. Mais bon, je suis en train de parler de la préhistoire. Voilà, donc en gros, mon identité de villageois marseillais, c'est le parcours. Ok. Magnifique, magnifique. J'ai vécu 8 ans, donc je connais très bien. Comment ton quartier il a influencé ton parcours? Alors moi, je vais être honnête, moi j'ai grandi dans un village chaoui en réalité, pour être honnête, parce que on était entouré de très grandes familles. J'ai eu la chance justement de grandir dans ce village-là, qui était un village chaoui et en même temps un village provençal, où au départ, entre la fin des années 70 et la fin des années 80, il y avait un mélange des cultures, etc. Honnêtement, je ne vais pas faire de misérabilisme. Moi, j'ai vécu une enfance de liberté absolue avec les parents qui surveillaient. On était les enfants. C'était comme en Afrique en réalité. Tout le monde élevait les enfants. Je veux dire, moi, si un parent d'un de mes amis me faisait les yeux, les gros yeux, je partais en courant. Je veux dire, c'était un petit peu ça, l'ambiance. Et comment ça m'a influencé? C'était ça la question. Euh, Ça m'a structuré autour d'idées très fortes comme la solidarité, le partage. Alors effectivement, on était des familles d'ouvriers avec des gens qui ne gagnaient pas des 10 et des 1000, mais on essayait de tous manger à notre faim. Quand on avait un bout de pain, on se le partageait, etc. etc. On a fait les 100 000 coups comme ça. On s'est construit une vraie épopée dans notre enfance. Je pense que des fois, moi j'ai beaucoup de nostalgie de cette époque-là. Pas forcément le truc, on a grandi dans la HES, comme disent les jeunes, etc. Ça. Peut-être que socialement, on n'avait absolument pas les biens de consommation qu'on a aujourd'hui. Mais franchement, j'ai été heureux étant enfant à Coro. Et Ah, vous à trouvez l'époque des francs. que cet esprit existe toujours dans nos quartiers? Je pense qu'il y a des endroits où ça existe encore. Je pense qu'il y a des endroits. Ça se perd parce que je vais pas développer. Tu as dit qu'on parlait pas de politique, Non, mais mais en quelques mots pour Non, savoir un peu, je un juste peu, pense un que par peu. rapport à... la société ultra-capitaliste et néolibérale impose une atomisation des individus, donc une individualisation, etc. Ça. Je pense qu'il y a beaucoup d'endroits où malheureusement les gens ont des contraintes, j'allais dire presque mécaniques, politiques, sociales, qui font qu'elles se retrouvent isolées. Le vrai enjeu, à mon avis, des décennies, au-delà même des municipales et des échéances électorales, c'est de recréer ces liens-là. Alors, je ne suis pas en train d'idéaliser en disant que c'était le pays de cocagne. Je sais que nos parents, ils ont trimé, que c'était difficile, que la question, par exemple, du racisme a toujours existé, etc. etc. Mais pour autant, on trouvait dans notre proximité des solutions, et des solutions qui étaient très humaines au final. Et la société actuelle, il y a peut-être encore des îlots où il y a ce modèle-là, mais l'esprit. j'avoue, Reda, que ouais, c'est plus compliqué aujourd'hui. Compliqué. Exactement. Ah, je veux rebondir sur l'esprit familial que tu disais. Aujourd'hui, on n'a plus le droit de mettre la fessée. Donc, je fais un appel à tous nos politiques. Remettez la fessée. Plus personne ne contrôle ses enfants. Ça devient compliqué pour les mamans. Non, là, moi, je suis pas d'accord avec toi. C'est une blague. Je pense que de toute façon, dans l'éducation, c'est l'exemple qui prime. Et honnêtement, mon père, il a jamais levé la main. Il avait un laser dans les yeux, hein. Il a jamais levé la main. Souvent, mais par contre, il m'a C'était inculqué. pire. Non, parce qu'il m'a inculqué des valeurs de Le respect, respect, bien exactement, sûr. sans avoir recours au truc, par l'exemple. Moi, je voyais mon père, ben oui, je l'admirais, et je me disais, waouh, voilà, c'est un bonhomme, quoi. Donc, j'avais envie d'être comme lui, C'était ton modèle, ouais, c'est ça. complètement, et Ouais. ça le reste, Mhm. parce que c'était un modèle, comme des tas de papas maghrébins et de De mères maman, maghrébines. Ah bien oui, sûr. elles sont incroyables. Oui. Genre le courage qu'elles ont, etc. etc. J'en parle avec émotion parce Ouais. que
On a beaucoup critiqué cette génération en disant oui, baisser la tête, ils rasaient les murs. C'est pas vrai. Ce qu'ils ont fait, eux, nos générations n'ont pas fait le quart de ce qu'ils ont fait. Ils viennent d'un pays ils arrivent dans un pays qui n'est pas le leur, alors que nous, la France, c'est notre pays. Donc, la notion d'exil, la coupure avec la famille, etc., les difficultés socio-économiques. Et quand même, ils arrivent à construire des familles, à éduquer leurs enfants, avec les difficultés qu'on connaît. Ouais, franchement, c'est une génération admirable, vraiment. Vraiment. Donc, On peut te... grand hommage à eux et à elles. Ah oui, un grand bonjour à eux. Alors, pour revenir justement à l'éducation de tes parents et tout ça, toi, tu as fait tes études où à Marseille? Alors, moi, j'ai fait mes études à l'école Saint-Georges, en élémentaire. Me demande pas pourquoi j'étais pas à l'école Corot. On n'a jamais compris. La carte scolaire de l'époque était très bizarre parce qu'il y avait l'école Corot dans le truc. Et alors, les habitants du A1, A2, ben, tu le sais, ils allaient à Saint-Georges. Et les habitants du B3, B4, nos copains avec qui on jouait, ils allaient à Corot. Je sais pas pourquoi. Donc, on a fait l'élémentaire à Saint-Georges. Puis après, j'ai fait Auguste Renoir. Avant qu'il soit phagocyté Rénové. par Edmond Rostand. Il y avait deux collèges. Et peut-être mauvaise orientation, parce que moi, j'étais en vérité très, très littéraire. Et je rêvais. Peut-être, j'ai beaucoup de recul sur Indiana Jones maintenant, mais moi, c'était un de mes héros. Je voulais faire de l'archéologie à l'époque. Et j'étais allé voir la conseillère d'orientation. Elle m'a dit ouais, c'est ça, assieds-toi, tu as des bonnes notes, etc. On va t'envoyer à Marie Curie en sciences et techniques de laboratoire. Je ne savais absolument pas ce que c'était, mais en fait, c'était pour finir de travailler dans les laboratoires. Et ça ne m'intéressait absolument pas. Donc, je me suis retrouvé à Marie Curie. Selon moi, ma conseillère d'orientation était une promotion en termes de parcours scolaire, parce qu'à l'époque, j'étais un bon élève. Mais ouais, la galère, en tout cas, en termes d'études, c'est mise en place. Parce que bon, j'ai eu mon bac. Mais après, comme beaucoup de jeunes, j'avais le bac, je ne savais pas quoi faire. Je me suis retrouvé à la fac Saint-Jérôme à perdre mon temps pendant deux. Non, je vais pas dire perdre mon temps. J'ai vachement progressé au baby-foot à l'époque. Je vais être honnête. À la cafétéria, on avait une sacrée équipe. Donc pendant 2 ans, j'ai perdu du temps. J'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui m'a parlé du diplôme d'état de manipulateur en électroradiologie médicale. Et voilà, c'est un métier paramédical, l'équivalent des infirmiers, mais dans l'imagerie. Et c'est un métier dans lequel je m'épanouis depuis plus de 30 ans parce que je continue à travailler. D'ailleurs, puisque tu me tends la perche, c'est une de mes grandes Fierté. ouais, de mes grandes fiertés. Quand je repense aux conversations. Après, attention, je ne veux pas mettre le côté réac, mais moi, mon père, il disait, ouais, l'homme, c'est le travail. Voilà. En gros, il comptait. Enfin, ça comptait énormément pour lui. Il disait, ouais, en gros, quelqu'un qui est capable de s'assumer, de faire en sorte. Avoir un métier dans les mains. Voilà, en fait, en gros, lui, sa hantise, c'était qu'on tombe dans des bêtises, etc. Et il Délinquance. disait que pour lui, en gros, il définissait le citoyen, l'homme, etc. par le biais de son inclusion avec le travail. Par le travail. Et donc, ma grande fierté, moi, je ne l'ai pas déposé le deuxième dossier, mais je pourrais postuler à la deuxième médaille de travail, quoi. Tu vois. Et ça, je trouve que ça vaut même plus qu'une légion d'honneur ou autre. Parce que ça veut dire que ça fait 30 ans que je travaille, que je suis salarié, que quand je me lève à 5 h du matin et que je me retrouve devant le vestiaire et que je sais que je vais me taper 12 heures de travail, d'une part, je sais que je vais servir à quelque chose. Et d'autre part, je me dis, ouais, je suis en contact avec la réalité, je sais ce que vivent mes concitoyens. Et malheureusement, dans le personnel politique, il y en a beaucoup qui ne sont pas passés par cette case-là. Et je trouve que ça éloigne un petit peu d'aspects tout à fait pratiques. Tu vois, très récemment, vous me dites si je parle trop. Hein. Non, 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 justement, on veut que tu Très parles. récemment, il y a eu une interview de Sarah Knafo. Je ne sais pas si vous avez vu, où le gars lui pose la question du prix du pass Navigo. 59 moi, je euros trouve que annuels ouais, c'est ça, elle lui a dit 52, alors que je crois que c'est 90 euros chez par eux. mois. 93 euros par mois. Je trouve que pas répondre à ce genre de questions, pour être très, très précis, c'est passer à côté de tout. Ça veut dire qu'en réalité, tes préoccupations ne sont pas celles des concitoyens. C'est-à-dire que tu penses que le pass Navigo ou que les transports, ça vaut 52 euros par an, mais dans quel monde tu vis les gens, ils galèrent, quoi. Ah ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Tu as tout résumé. C'est pour ça que nous, on ne vote pas. Mais les jeunes, allez voter, Ouais. c'est important, il faut arrêter de se plaindre parce qu'on se plaint, on se plaint, on se plaint. Mais si on vote pas, on pourra toujours se plaindre.
Moi, je vais pas te demander le prix de la pizza Coro parce qu'elle est moins chère que dans tout Marseille. Et les auditeurs, ils vont me dire, mais il y a un problème. Et on va être inondé de monde. Laissez-nous tranquille dans le 13e. Combien elle fait à Coro la pizza? Je sais pas combien elle fait à Ben, Coro. moi, je payais Il y a la un prix pizza spécial? carré 1 euro. J'ai eu l'opportunité d'aller habiter dans le 12e un an. Je suis Mais vite où, revenu. à la boulangerie ou À la boulangerie, Ah ouais, ouais, ouais. d'accord, ok. Elle était à 2,50 la même pizza. Je comprenais pas. Je dis, ouais, il y a 1,50 € d'inflammation. C'est la L2 en fait. Alors, petite anecdote, la première fois que ma mère m'a envoyé aux commissions, ben, tu vois où c'est les commissions à Coro? Il y avait une boulangerie et j'avais acheté deux baguettes de pain. Je crois que la baguette de pain elle était à 10 centimes. 15 centimes en francs, hein, en francs. 15 centimes en francs. Imagine. Imagine. Avant, on prenait le merguez frites en ville, il était à 10 francs, 1,50 €. Moi, j'ai connu même moins cher. Ah, Même moins cher. ok. Ouais. T'as Parce que, connu- parce que je suis plus vieux que toi, mais j'ai connu moins Exactement. cher. Je crois que les premiers où on descendait, c'était 5-6 francs. Ok. Merguez frites, tourne d'eau frites. Ok, avec J'ai connu Ouais, un ouais. 10 francs, moi. 10 Et- francs. belles Avec la canette. Et j'ai accompagné mon père au marché aux puces. Et à l'époque, il y avait toujours des gars qui faisaient. Alors, c'était pas merguez frites. Tu faisais le sandwich merguez. Ils te mettaient soit ketchup, soit harissa. moutarde, soit harissa. Et tu avais ton petit machin avec deux merguez dedans, 1,50 franc. Magnifique, Et magnifique. moi, je l'accompagnais que pour ça. Je dis, allez, papa, je viens avec toi. On va se remplir la C'est main. obligé. Moi, je suis fan de Caranchica, mais le merguez frites aussi, C'est bon, la j'accepte. C'est bon, la Carantica. Mohamed, bon. pour revenir un petit peu, qu'est-ce que tes études t'ont apporté humainement? Déjà, ça m'a apporté un diplôme qui me permet de m'épanouir professionnellement, d'avoir un statut social qui me permet de faire de la politique tout à fait librement. Et le débouché d'après, c'est que je suis dans une organisation qui me permet de m'exprimer et qui me donne des responsabilités. Mais qu'est-ce que mes études m'ont donné? Alors, voilà, ça c'est le premier point. C'est effectivement, entre guillemets, une forme de statut social. Euh, le deuxième, c'est énormément de rencontres et un parcours où, au fur et à mesure, quand tu regardes dans le rétroviseur, ben, tu fais ton analyse de ce que tu as connu. Je veux dire, quand j'étais dans l'élémentaire, ça se passait peu ou prou plutôt bien. Dans le collège, où on était tous les enfants du quartier, etc., on était à la maison, donc ça se passait plutôt pas mal. Je vais être honnête, quand je suis arrivé à Marie Curie, on était allez, 3 Arabes dans le lycée et peut-être deux Noirs, grand max. Et là, j'ai été vraiment confronté à deux problématiques. La problématique du racisme, vraiment, vraiment, y compris chez certains membres de l'équipe pédagogique. Et encore peut-être de façon encore plus prégnante, celle du mépris social. Moi, je venais des quartiers nord, Ouais. etc. de ça. Et à l'époque, Marie Curie, c'était UP. Il y avait beaucoup de petites bourgeoisies. Petite question, c'était interannée? Ouais, je suis arrivé à Marie Curie, ouais, histoire, 84, 85. Et vraiment, c'était c'était des petits bourgeois. À l'époque, ils avaient les sweats blanc-bleu, ça commençait les chabrans, etc. Moi, j'arrivais avec les pantalons rafistolés, ma mère Meskina qui me faisait de la couture sur les trucs et tout. Donc, tu vois, vraiment le choc brutal, quoi. Donc, Tu n'avais pas le long champ, quoi. non, pas du tout. Ah non, malheureusement, non. Et en même temps, voilà, mon père qui me dit, ouais, tu veux des sous, tu viens travailler avec moi pendant tes vacances. Donc oui, j'ai relativement compris que, ouais, est-ce que c'est une malchance? Je sais pas. C'est une force. Ouais, je sais pas. J'ai beaucoup envié à cette époque-là mes petits camarades, machin et tout. Avec le recul maintenant, je me dis non, c'est l'école de la vie. Et puis peut-être même que dans ce qu'on transmet à nos enfants, il y a un manque par rapport à ça. Tu vois, nous, on se coupe en 40 pour On leur donne trop, je pense. Redam me le dit souvent, on leur donne trop. Mais tu le calcules pas, ça, je veux dire, moi, voilà, j'ai 2 filles, elles me demandent la lune, si je peux la décrocher, je le fais, tu vois, tu te poses même pas la question. Mais pour autant, est-ce qu'on leur rend vraiment service quand on répond à toutes leurs attentes? Est-ce qu'on ne les met pas dans un cocon où effectivement, a posteriori, elles risquent ou ils risquent d'être confrontés à la brutalité de la vie? Parce que, pardon, de remettre encore des trucs comme ça sur la table. Toi, tu parlais de vote, pas vote. Moi, je crois qu'au contraire, il faut aller voter parce que je suis convaincu que la lutte des classes existe. Et il y avait un milliardaire américain qui, il n'y a pas très très longtemps, expliqué que oui, la lutte des classes existe effectivement et que c'est les riches qui l'ont gagnée. Donc, comme je suis pas riche, je préfère encore Ah, si continuer à me j'étais battre. riche. Non, mais même en étant riche, je veux dire, c'est qu'est-ce que tu fais de cet argent, quoi, tu vois? Exactement. Moi, c'est juste pour rebondir à ce que tu es en train de dire pour la lutte des classes, parce que ça me parle. Mais est-ce que tu crois que notre jeunesse est prête à entendre ce message?
Parce que tu vois, moi, je parle par rapport à la culture qui les entoure. Alors, je l'explique que le bonheur, c'est l'argent, que les modèles, c'est l'influence, d'aller vivre à Dubaï, alors que c'est un monde virtuel qui n'existe pas. Mais le temps que, tu vois, entre 16 et 20 ans ou 22 ans, qu'on est en révolte, qu'on est un peu pré-ado, on est un jeune homme, comment justement expliquer ça à notre jeunesse qu'ils devront se relever les manches à un moment donné pour aller travailler? J'ai pas de réponse définitive là-dessus. J'ai un avis, comme toi, tu as un avis, Reda. Moi, je pense que Non, Euh, mais pour passer le message justement de la lutte des classes, pour qu'ils arrivent à comprendre la différence entre. bah, je crois qu'on était aussi, nous aussi soumis à ce genre de. Peut-être moins, de façon moins forte, hein, évidemment. Hein, parce que. Oui, mais on avait la chance d'avoir le cinéma ou la musique Ouais, qui justement qui nous faisait poser des questions. bah, le cinéma et la musique, ça existe toujours. La difficulté, je vois où tu veux en venir, c'est le rôle des réseaux sociaux et cette forme d'homogénéisation sociale, quoi, où en gros, effectivement, ça passe par. Toute la réflexion, elle passe par le biais d'influenceurs. Et alors, pour le coup, pour moi, ça, c'est un angle mort dans ma réflexion parce que je n'arrive pas à comprendre. Déjà, le métier d'influenceur, je ne le comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ou TikTok, par exemple, quand ils prennent une information, au bout d'une minute, ils ont compris un sujet alors que. Ben ça, tu as du bon et du mauvais parce que Ouais. le bon, c'est qu'effectivement, il y a une horizontalisation et une facilité à aller chercher l'information. Le mauvais côté, c'est qu'elle n'est pas recoupée, elle n'est pas triée. Tu peux rapidement te retrouver dans des considérations complotistes ou avec une vérité qui est complètement déformée. Ou l'algorithme. Mais si on va jusqu'au bout, Reda, quand je regarde CNews, et ça m'arrive très très rarement, ou BFM TV, je ne sais pas quelle est la plus-value qu'ils apportent en termes d'information. Enfin, quand je dis BFM TV, non, je ne vais pas les mettre sur le même À plan que. 18h, tu vas les regarder quand même tout à l'heure, non? Non, parce que BFM TV, ils continuent quand même à avoir une ligne où ils respectent un minimum d'éthique. Mais tu vois, CNews ou d'autres officines télévisuelles, c'est compliqué de dire je cherche de l'information. Tu vois bien que c'est des chaînes d'opinion qui ont un but, et le but, c'est effectivement diviser les gens et faire croire à la population que le seul problème en France, c'est les Arabes, les musulmans. Et là, on est dans le travers inverse. Donc, du coup, tu pourrais te servir des réseaux sociaux à partir du moment où, effectivement, ben, c'est ce que vous faites, vous, ici, c'est-à-dire leur donner les outils de compréhension de ces Ça médias. arrive, ça arrive. Non, mais voilà, On c'est va ça. essayer, Voilà, c'est bien ça. sûr. Je pense que le travail, il est là. Parce que nos jeunes, tu vois, tu me parles de CNews et BFM, mais quand tu parles avec eux, il y a 95% de nos jeunes qui ne regardent jamais la télé. Ils ont un autre mode de fonctionnement par rapport à nous. Ouais, mais tu vois, regarde sur les algorithmes, ou en tout cas ce qui se passe sur les pour-toi, etc., dans les TikTok, etc. C'est beaucoup des machins qui reprennent de la télé et qui repassent en boucle, Ouais. etc., quand tu cherches de l'information. Et malgré tout, même s'ils ne regardent pas en direct la télé, Il la regarde quand même. voilà, ils Ils ont regardent un extrait, oui, ils ont un voilà, extrait. c'est un extrait, c'est la Oui, oui. punchline, c'est la polémique, c'est le machin. Donc c'est encore plus. Oui, oui, je partage en partie ton inquiétude sur ben, ce que peuvent apporter ces outils-là et en même temps les dangers qui vont avec. Ok. Merci. Je vais te poser une petite question, tu as déjà vaguement répondu tout à l'heure. Avec Reda, on aime bien organiser des rencontres inspirantes. Une fois par mois, on fait venir une personne influente qui a réussi dans sa vie, un entrepreneur, un cinéaste, un chanteur, un acteur, peu importe. Un Un entrepreneur. entrepreneur, surtout des entrepreneurs. Si on peut, des quartiers nord, 13-14, parce que je suis un peu. Reda et Moron, ils préfèrent, mais bon, voilà, j'aime bien mon secteur. Donc ça compte pour nous, le grand frère, il compte pour nous. Est-ce que toi, il y a une personne ou un moment peut-être, mais plutôt une personne qui a compté dans ta vie et qui tu t'es dit, toi, je vais faire comme toi plus tard. Faire comme toi plus tard Ou être comme toi. ou être comme toi, je sais pas. Il y a des tas de gens qui ont compté dans ma vie politiquement. Après, je vais te surprendre. Tu sais, moi, je m'appelle Mohamed Ben Sada. Je me définis effectivement comme français, comme européen, comme africain, comme maghrébin, etc. Donc j'ai ces identités multiples. Mais par contre, la question de mon identité, c'est une question qui jalonne mon parcours, ma vie. Je veux dire, voilà, je me la pose bon, avec l'âge de façon moins aiguë, mais je me la pose tout le temps. Je rentre dans un endroit, qui je suis, où je vais, avec qui je parle, etc. etc. Et surtout que la société te renvoie cette question Exactement. en systématique. Et j'ai toujours, pendant longtemps, j'avais une espèce de complexe, tu vois, de francité. Je me disais, ouais, tu vois, parce que effectivement, le discours raciste, les comportements un petit peu borderline, te cornérisent, te mettent un peu Ouais. sur le côté. Et sans le vouloir, tu finis par l'intégrer.
Et moi, j'ai eu la chance pour le coup, et mes copains et les filles vont me taper dessus. Moi, je veux dire une image de quelqu'un qui compte énormément pour moi, c'est mon ancien patron. Moi, j'ai travaillé dans le privé pendant 25 ans. Euh, Monsieur Bazin, si tu nous écoutes, voilà. Dédicace à vous. Et le Voilà, je vous bonjour. le dédicace. Eh ben, ce mec-là, c'est lui la France pour moi. Tu vois, il est arrivé, j'étais jeune Manip Radio, il m'a accueilli dans son service et c'était une entreprise au final familiale. Et j'ai vu ce que c'était que la bonté, la générosité et puis surtout quelqu'un qui te regarde en tant qu'être humain. Il cherche pas à comprendre Toro, Mohamed, Reda, ça ne l'intéresse pas. C'est vraiment, voilà, fais ton taf, L'humain. etc. etc. Quand tu avais des problèmes, il venait te parler. Voilà, je veux dire, c'est un peu. J'ai retrouvé chez lui ce que j'avais retrouvé chez certains profs que j'avais eus au collège. Euh, Madame Jacobi, Madame Goumas, Madame Avirinos, je les embrasse. Si jamais elles entendent cette émission, c'est des gens qui ont énormément compté pour moi parce que, ouais, à un moment donné de ma vie, elles m'ont fait un petit peu croire en moi, hein. Alors, je ne suis pas dans l'ego trip, oui, construire tout seul, etc. Mais en gros, elles ont été là et elles ont dit, bon, Mohamed, tu as cette possibilité de faire comme ça plutôt que de faire ce genre de bêtises ou autre. Et je crois que c'est ces personnalités-là qui sont plus des gens que j'ai croisés dans ma vie je vais dire presque intime. Quoi, tu vois. Donc, c'est l'école Eh oui. et le boulot qui ont compté. Après, moi, j'ai la chance d'avoir rencontré Jean-Luc Mélenchon. Si tu veux parler d'un exemple politique, alors Pas spécialement politique. Hein. moi, je veux pas être lui, etc. Ça, mais oui, ce mec-là est intimidant tellement quand il s'assoit et qu'il parle avec toi, tu ressens enrichi de la discussion, que tu sois en accord ou en désaccord avec lui. C'est quelqu'un qui, à rebours de l'image qu'on veut lui forger, parce que c'est un Méditerranéen, alors c'est vrai, des fois il s'énerve un peu, etc. Mais je crois qu'il y a des gens qui sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus violents que lui et qui le masquent beaucoup plus. Lui, c'est pas de la violence, c'est de la colère, une espèce d'indignation continue, et puis surtout adossé à une intelligence pure. Je veux dire, toutes les idées qui va dérouler, il les déroule, mais il y a réfléchi. Alors qu'il y a beaucoup de gens qui parlent juste comme ça, quoi. Exactement. Et pour être dans la continuité, est-ce que pour vous, l'âme de Marseille, puisque vous êtes quelqu'un qui bouge souvent en France, vous devez aller un peu à Paris, un peu voyager. Nous, à Marseille, avant, quand on voyageait en France, on était toujours bien accueillis, parce qu'on était toujours souriants. On a ramené le soleil, on nous disait. Est-ce que vous trouvez que cette âme à Marseille elle existe toujours ou qu'il a disparu à cause de la mondialisation, de la gentrification? Nous, c'est pas pour ça en tout cas, hein. Moi, je crois que Marseille doit. J'entends complètement ce que tu dis, Reda. Et oui, je tiens absolument à ce que Marseille conserve ce côté populaire, ce côté méditerranéen, ce côté tourné vers les cultures, etc. La Ça. cosmopolitanie. Ouais, ouais, ouais. Bah, après, c'est une utopie. Pour nuancer un peu le propos, je pense que ça n'a jamais vraiment complètement existé. Moi, perso, pour notre génération, nous, oui. Oui, tu Perso. trouves? Tu vois, nous, tu Ouais. m'as dit que tu étais en 84 à Oui, je suis un Marie-Curie. peu plus âgé. Toi et moi, on était encore en couche-culotte. Non, mais Donc, tu vois, grâce à vous, vous avez fait du chemin. Et nous, on a pu surfer sur ça. On a Mais- surfé sur votre vague pendant mais nous, longtemps. on a connu Vous avez fait la ce vôtre Marseille vague. où on était tous ensemble. Non, mais je dis pas que ça n'a pas Voilà, non, existé. mais voilà. Je dis que parfois, cette image, elle a été survendue parce que, et survendue à des fins politiques. C'est-à-dire qu'en gros, on disait Marseille cosmopolitaine pour masquer certaines problématiques. Mais la nature, puisque tu me posais la question de qu'est-ce qui fait la Est-ce Marseillaise, qu'elle existe toujours, ouais. moi, je crois qu'elle existe toujours. Ouais, je crois qu'elle existe toujours. Alors, après, elle est un petit peu contrariée. Et elle s'exprime malheureusement que dans des événements populaires, notamment autour de l'Olympique de Marseille, où ça reste encore un endroit où, voilà, quand tu es Marseillais, tu es Marseillais. Moi, je le dis toujours, hein, je dis en vérité, Marseillais, la carte d'identité, tu l'as instantanément à partir du moment où tu es supporter de l'OM. Voilà, je veux dire, tu dis allez l'OM, ça y est, c'est fini, les discussions d'avant, elles n'existent plus. Euh, et en réalité, cet esprit-là, qui est forgé de longue date, notamment par les clubs de supporters et par cette ambiance qu'il y a autour de l'Olympique de Marseille, fait que toute cette culture, alors pour faire l'intello, en réalité, l'âme marseillaise, elle vient de traditions qui ont été récupérées par l'extrême droite, mais à rebours de ce qu'elles sont vraiment. En réalité, Marseille, c'est une ville complètement occitane. Sauf que l'esprit occitan, c'est un esprit de partage, c'est un esprit.
le grand arc occitan qui allait de Barcelone jusqu'à Gênes en passant par Marseille, du Moyen-Âge jusqu'à après la Renaissance, c'était un endroit de bouillonnement culturel où en fait les gens ont fait passer les livres en grec, traduits en arabe, etc., etc. Et donc ça s'est fait comme ça. Et cette culture, cette passion qu'on retrouve à Marseille, elle est issue de cette culture occitane et provençale. Et ce n'est pas le côté rabougri où des gens pensent qu'effectivement, tu vas clamer ton appartenance à Marseille ou à la tradition occitane ou provençale en rejetant les autres. Ils n'ont rien compris. En réalité, les gens qui viennent d'Algérie, d'Afrique, du Maroc, etc., ils sont aussi marseillais que les autres parce qu'effectivement, c'est un endroit où le filtre j'allais dire, ethnique, social, etc., ça disparaît au profit de la mise en commun d'une aspiration. Marseille, c'est un projet humain. C'est la ville initiale et c'est la ville finale. Pour Exactement, je moi, suis d'accord avec toi. Moi aussi. alors moi, je suis un amoureux de Marseille, hein, je veux dire. Mais vraiment, c'est un projet, Marseille. Marseille, c'est un truc où en gros, l'humanité pourrait vivre de façon complètement apaisée si on continuait à être complètement marseillaise et marseillais. Exactement. Ah, c'est le savoir-vivre ensemble. On est un exemple pour toute l'Europe. Je suis convaincu. Justement, est-ce qu'il y a un événement à Marseille qui a déclenché ton envie de t'engager? Tu te dis non, là c'est trop, faut que je m'engage. Alors, c'est pas un événement à Marseille. Moi, je fais de la politique depuis tout petit, en vérité, hein. On montait derrière la colline du Bleuet, là, tu sais. Oui. On se mettait là et on avait donc Fontaine-Obscur en face et on se faisait Il n'y a plus de collines maintenant. Ben, t'as plus le petit Tu es mur. plus tout jeune. Ouais, hein, ouais. ouais, t'as plus le petit muret qui donnait face à Fontaine-Obscur, tu Ouais. vois. C'est vrai qu'ils ont tout cassé, ils ont réhabilité en partie Saint-Paul, donc du coup, effectivement, c'est un petit peu différent. Mais nous, on avait cette vue sur l'horizon, etc., et on se faisait des grands questionnements politiques, notamment, ouais, toujours le truc qui m'a traversé toute ma vie, c'est la question du racisme, etc., les relations sociales et tout le reste. Un événement qui m'a convaincu qu'il fallait que je participe à ça. 86, moi, j'ai participé aux mobilisations en tant que lycéen contre la loi de Vaquet. Oui, c'est vraiment la préhistoire. Ça a été mon premier contact, j'allais dire militant, politique. Je pensais que tu allais nous parler de la marque des beurs. Non, parce que je suis arrivé juste un peu après. Ok. Moi, j'ai vu des grands frères et j'ai des amis qui y ont participé. Hanifa Tagelmen, je crois Zubida Megheni, etc., etc. Je les connais depuis très, très longtemps. Moi, j'étais un poil plus jeune qu'elle, tu vois. Donc, je suis vieux, mais pas. Je dis pas qu'elles sont vieilles. Je me suis mis dans un Tu truc. t'es mis dans la merde. Et c'est un dire, on peut pas couper. C'est trop tard, coupe pas. Pardon, Hanifa. Mais pardon, jingle, Zubida. mais jingle. Non, non, elles sont éternellement jeunes. Pardon, non, je dirais jamais de trucs comme ça. Mais en gros, je suis arrivé 83, moi j'étais encore un poil jeune. Mon père, comme je te disais, si je lui avais dit, ouais, papa, je vais monter à Paris, j'avais 14 ans. Il m'a dit, oui, c'est ça. Ouais, d'accord. Vas-y, je vais te prendre le ticket. Donc, non, je n'ai pas participé. Dans le quartier, je ne vais pas te mentir, ça n'a pas eu un impact immédiat. Nous, on a eu plutôt le retour de cette expérience-là, pour moi, pratiquement une décennie après, au contact. Notamment, il y avait encore à l'époque à la solitude, il y avait une espèce de centre aéré, centre social à la solitude à Saint-Just. Bon, moi, j'allais faire les après-midi dansants là-bas. Eh ben, ouais, nous, à l'époque, c'était. Et il y avait des prêtres ouvriers, tu sais. Comme Oui, ils en s'imaginaient. bas. Oui, absolument. Après, la vieille cité. Qui venaient et on discutait de politique, etc. Donc, ça a été le premier contact avec la politique. Ce qui m'a amené à faire vraiment de la politique, c'est vraiment parce que voilà, je me mobilisais, ça me mobilisait. C'est la montée du FN, l'arrivée de Le Pen au deuxième tour. au deuxième tour. Ça a été un choc. Mais vraiment, alors vous êtes plus jeune, mais je pense que même je ne sais pas si vous vous rendez compte de la brutalité du truc à l'époque ou pas. Moi, j'ai deux. Moi, pas trop. Moi, j'étais dans la night, le Brésil. Ouais, mais c'était pas notre problème. C'était pas mon problème. moi, Pas te je- mentir. On était dans un autre monde. On était dans un Marseille à l'ancienne. Moi, je te dis vraiment, il y a deux moments dans ma vie où je me suis retrouvé comme ça, les bras ballants, à regarder l'écran, mais tu sais vraiment le shutdown, quoi. Je ne savais pas ce qui se passait. C'est 2002, l'arrivée de machin, et le 11 septembre, les tours, je regardais les trucs. Voilà, c'est des trucs ultra choquants, tu vois, dans la vie. Et donc, en 2002, quand Le Pen est arrivé, je me suis dit, oui, en fait, en gros, tout ce que tu construis, parce que moi, voilà, comme tout le monde, j'essayais de construire ma vie. On était jeunes mariés. Ma femme, je crois qu'elle
Non, j'avais ma fille, ouais, j'avais ma première fille, tout. Et je me suis dit, mais en fait, ça peut disparaître en un cas donné, ce mec, il arrive au pouvoir, ou les gens qui ont les mêmes idées que lui, il remettra en cause la totalité de ce qu'ont fait plusieurs générations, d'une pour s'intégrer, mais j'aime pas le mot, mais juste pour exister, vivre dignement comme tous les autres, quoi, tu vois. Et tu te dis, mais en fait, en gros, ouais, si tu te bouges pas, eh ben, on va te bouger. On va te bouger. Ça m'a pas touché, moi, je vais pas te mentir. C'était le sketch qui me faisait rire. On va tous mourir samedi ou dimanche. Mais nous, on était dans un autre délire, en fait. C'est pour ça Exactement. qu'on veut que les jeunes Voilà. aujourd'hui, ben, ils écoutent un peu, ils s'intéressent pour qu'ils fassent pas les mêmes erreurs que leurs grands frères. Oui. Et pour revenir justement, quelle injustice à Marseille te marque le plus? Tu es engagé politiquement, Il y a- tu es candidat à la mairie. Quelle injustice, par exemple, là, on peut parler du 13-14, mais pas que, parce que Marseille, oui. c'est un ensemble, c'est quartier sud et nord réunis. Quelle injustice, pour toi, là, il faudrait vraiment faire quelque chose? Reda, c'est une question centrale en vérité que tu poses là. Moi, je suis extrêmement impliqué dans les questions qui ont trait à ce qui se passe dans les quartiers. Tu vois, pendant très très longtemps, les gens ont parlé de règlement de compte, etc., etc. Nous, en 2013, on s'est mobilisés. Marche du 1er juin, collectif des quartiers populaires de Marseille. On a fait des assemblées populaires, pratiquement une dizaine dans 14 quartiers. Non, plutôt 14 dans 14 quartiers, avec vraiment du monde et où les gens se sont exprimés. Et on a abouti à un document qui est encore un document qui fait référence, qui s'appelle les 101 propositions, hein, urgence sociétale. Malheureusement, ça n'a pas évolué dans le bon sens. On a encore cette question, alors eux, ils veulent l'appeler narcotrafic, moi j'appelle ça le crime organisé, qui est très prégnante. Ça ne s'attaque pas à l'échelle de la ville. Faut, faut arrêter de mentir aux gens. Effectivement, il y a une responsabilité de l'État, mais il y a une responsabilité, y compris dans la façon dont le commerce international est mis en place. Parce que je ne veux pas choquer les auditeurs, mais le trafic de drogue, c'est un trafic de drogue c'est un trafic international qui utilise les mêmes voies de diffusion et de distribution que les autres commerces. C'est-à-dire qu'en réalité, à partir du moment où en 56, ils ont inventé le container, ça a complètement changé la donne. Aujourd'hui, il faut savoir que, par exemple, sur les 3 grands ports européens, Le Havre, Rotterdam et Marseille, il y a 90 millions de containers. Et tu crois que en parlant de police municipale à Marseille, on va réguler le flux de ces 90 millions de containers qui ne sont pas contrôlés? Parce qu'en réalité, la responsabilité, elle est dans les politiques qu'on met dans le cadre légal. Et en réalité, là, je me suis complètement engouffré dans la question de la prohibition, de la légalisation, mais pour répondre Mais de plus toute façon, pour précisément. rebondir dans ça, j'ai posé la question à M. Davo, à M. Tissassi, j'ai posé la question à toi. Voilà. Et tu es pour la légalisation? Ah, mais complètement. Moi, je suis même pour une Ok. légalisation sociale. Parce que je dis que de toute façon, si on ne change pas le cadre légal, quand on me pose la question ah oui, mais vous voulez légaliser, vous êtes laxiste, etc. Je dis, bon, ok, allez, ça va, vous avez le droit de penser ça. Maintenant, revenons à la vraie question. Si vous êtes pour la prohibition, est-ce que réellement vous pensez que le bilan de la prohibition, c'est le système dans lequel on est actuellement, Et bon, est bon? Alors là, c'est pas Mohamed Ben Sadah qui le dit. Moi, je l'ai repris dans mon livre, mais je me suis appuyé sur les travaux et puis surtout sur une enquête parlementaire qui a été menée de façon transpartisane. Ça veut dire que ce pas des gens de LFI, hein. Il y en avait, C'est tout parti. mais, mais plus que ça, Reda. Le rapporteur et celui qui a déposé le rapport était le premier chez les Républicains, la deuxième macroniste. Et les conclusions de cette enquête parlementaire, qui en plus s'est appuyée sur un sondage à très très grande échelle. Je crois qu'il y a 230 000 personnes en France qui ont été interrogées sur les questions de la légalisation, etc. etc. Donc c'était vraiment un travail sérieux. Et donc c'est encore une fois pas moi qui le dis, c'est eux qui disent que la prohibition c'est un échec sécuritaire parce qu'on fait perdre le temps aux policiers, Financière. on les met en danger. C'est une gabegie hallucinante. C'est 1,2 milliard en 2019, hein. Donc là, t'imagines. ça a augmenté. Et du point de vue sanitaire, c'est une catastrophe. C'est-à-dire qu'en réalité, on est un des pays avec la législation la plus dure en Europe et on est celui qui a le palmarès le plus catastrophique chez les 15-25 ans. Ah oui. Mais Au on pourrait aussi Portugal, contrôler le taux de THC parce qu'on les voit, ils sont défoncés.
Mais- Ils fument un joint, ils sont Mais défoncés. ça, tu peux le faire que Et à dans un votre cadre ép- légal. Dans un cas légal, vous Ah. pouvez le faire. À votre époque, Dans il y a eu beaucoup de drogue, mais c'était un peu Absolu- plus contrôlé, je pense. Absolu- Ben non, Ou moins. c'est pas ça, c'est que y a une course à l'armement, y compris dans la destruction. Les gens, ils cherchent la défense de plus en plus, donc le taux de THC, il augmente. Et ça, Il c'est augmente. très dangereux. Et c'est très, très dangereux. Et en Et on le réalité, voit. si chez nos tu restes jeunes. dans la prohibition, tu peux pas le contrôler ça. Donc le risque d'augmenter les maladies psychologiques, psychiatriques, etc., ça, les questions d'addiction, la prise en charge, la prévention, tout ça, aujourd'hui, rien n'est fait dans le cadre actuel. Et c'est pas Mohamed Ben Salah qui le dit, c'est des parlementaires qui ont fait un travail sérieux, et c'est pas les seuls. Les addictologues, moi j'en ai rencontré quand j'ai fait mon livre plusieurs, ils sont tous pour la légalisation. Ils disent qu'effectivement, on n'a pas les moyens aujourd'hui d'appréhender les questions d'addiction et d'isolement des jeunes de façon sereine, de façon professionnelle, dans le cadre actuel de la loi. Par contre, si on aménageait la loi, alors il y en a qui parlent de dépénalisation, etc. Ça, moi, je suis vraiment pour une légalisation sociale. C'est-à-dire qu'en réalité, je pense que nos quartiers ont tellement souffert de ces trafics et on paye un tribut humain qui est juste C'est hallucinant. ça le plus grave. Et c'est surtout, ça qui est c'est grave. de plus en plus jeune. T'imagines, Reda, si on fait le compte, il y a des centaines de jeunes gens, Ah oui. de petits frères qui sont morts depuis 2010. C'est affolant. Donc, moi, j'ai dit qu'il faut qu'il y ait un retour sur cette tragédie que vivent nos quartiers depuis des années. Et que, effectivement, dans la façon dont on va réinvestir, plutôt que de à chaque fois nous remettre, nous stigmatiser avec l'histoire de la politique de la ville, soi-disant qui arrose, etc. Ça, ce qu'il faut d'ailleurs, par ailleurs, mais c'est un autre débat. Réinvestir une partie des bénéfices qui seraient liés à cette vente dans les quartiers pour rénover effectivement les écoles, parce qu'elles ne le sont pas actuellement. On pourrait mettre en place des tas de dispositifs sociaux qui permettraient. Des postes d'alternance pour nos jeunes. Mais ça t'ouvre la voie sur des tas de Plein trucs. de Et sujets. Oui. sur plein de sujets. Oui. En réalité, c'est une histoire de moyens aussi dans nos quartiers. Sauf que quand tu demandes l'égalité des moyens, ben, on ne te la donne pas et on te dit ben, c'est comme ça et c'est pas autrement. Le deuxième sujet, qui est une profonde injustice à Marseille, c'est qu'avec les processus de gentrification qui ont été mis en avant avec la chute des immeubles à la rue d'Aubagne, etc., mais ça, c'est l'arbre qui cache la forêt. Aujourd'hui, il y a quand même entre 40 et 45 000 personnes qui sont en attente de logement. Il y a des milliers de personnes qui sont dans la rue, y compris des femmes avec des enfants. On est en 2026. Moi, des fois, ça m'empêche de dormir, ça. Ah, mais Je veux dire, de savoir qu'il y a des gens comme ça. c'est un dans sujet qui nous touche personnellement Voilà. avec Reda. On a reçu des alternants qui dormaient dehors. Et c'est pas normal. Mais c'est pas Comment normal. ça, un jeune de 23 ans à Marseille en 2026, il dort dans sa voiture? Mais il y a un Gros, problème. Des gens qui travaillent, qui dorment dans leur voiture. Il y a un problème. Ben, Sébastien pourrait t'en parler. Tu vois et ça c'est une vraie injustice qui est faite. Et à côté de ça, tu as 56 000 logements vides. Alors attention, bien sûr que nous, on est pour la réquisition. Et quand on parle de réquisition, on n'est pas dans le truc allez, on déboule, on va prendre aux petits propriétaires. C'est pas le sujet. C'est que dans le cadre de cette réquisition, il y a au moins 20 000 logements qui appartiennent à des gens qui ont des biens, qui dorment depuis 2 ans. Et donc, tu comprends qu'il y a des processus de spéculation qui sont mis en place par la vacance des offres. Et on ne peut pas vivre tranquillement ou vivre sereinement, parler de tranquillité publique, parler d'harmonie, parler d'égalité, de liberté, de fraternité, et en même temps accepter ça. Et d'ailleurs, le débat, il est là, et je n'ai pas polémiqué pour polémiquer, mais nous, on parle de la réquisition et on la fera. Mais à Paris, le candidat socialiste l'a fait aussi. Donc à un moment donné, On peut pas interdire les bobos parisiens de venir à Marseille? Non, c'est pas. Ah, pardon, excusez-moi, monsieur. Non, je tentais, j'ai tenté. Bon, c'est bien, tu as détendu l'atmosphère déjà. Ah oui. Mais bon. Non, ils sont bien parce que quand ils viennent ici, ils deviennent Marseillais après. Eh oui, c'est vrai. Mais bon, il en faut 4-5 ans, hein, certains. Comme tu as dit tout à l'heure, moi et Touron, on croit souvent des jeunes. Et comme tu as dit tout à l'heure, toi, tu as pu t'émanciper socialement par rapport à tes études, à ton travail. Et là, on voit qu'on vit dans une société où le travail est en train de se transformer. Donc, nos jeunes, des fois même, ils ne savent plus quoi faire eux-mêmes. Même, ils se retrouvent, comme tu as dit, dans des BTS. Je ne vais pas de citer de BTS en particulier, mais même eux, ils ne savent pas ce qu'ils vont faire de leur vie. Et c'est ça que nous, on trouve compliqué. Que tu as un jeune, il se lève le matin, il cherche une alternance, il envoie 100 entreprises, que personne ne lui répond. Pour lui, il trouve ça injuste. Parce que entre 16 et j'étais à 16 ans à l'école obligatoire, il y a toujours un adulte derrière toi pour te pousser, pour t'expliquer les règles, de se lever, de venir à l'école. Et après 16 ans, c'est démerde-toi. Voilà, quand je parle avec des jeunes, ils me disent ça. Maintenant, je suis à l'abandon. Personne ne s'intéresse à moi.
Souvent, dans le foyer aussi, tu sais comment ils sont les parents. Si tu travailles pas, tu dors le matin, tu commences à avoir une routine, tu as un décalage avec la société, tu es rejeté et ils savent pas en fait à quelle porte aller taper. Voilà, et je voudrais savoir, c'est quoi le programme Alors, pour le cette programme, jeunesse un peu pour... alors là, pour le coup, c'est pas le programme municipal, mais pour autant, cette question-là, Ah, je parle c'est société, c'est sociétal. ouais, c'est une question qui traverse mon engagement aussi, hein. Je parlais tout à l'heure du CQPM en 2013. Nous, on a eu la chance de regrouper beaucoup, beaucoup de gens. Bon, effectivement, dans nos quartiers, les femmes, c'est- voilà, ouais, c'est des reines. Je le dis sans démagogie. Vraiment, un On dit courage. c'est des hommes. Normalement, c'est des hommes. Ils ont les deux rôles. Non, mais C'est des hommes et vraiment, des vraiment, femmes. moi, Des hommes, des femmes. Dans le oui, bon oui, sens oui. du terme, c'est Oui, des hommes. mais je veux dire, Santé, messieurs. mais tu sais, nous, les hommes dans nos quartiers, ils sont plus taiseux, plus machin Oui. et tout. Les femmes, quand elles sont en colère chez nous, elles prennent le truc et c'est elles qui montent des collectifs, c'est elles qui bougent le quartier. Ah, socialement, c'est Faut, plus... Oui. voilà, faut Oui, être oui. honnête. Moi, Oui, oui. Donc, on avait beaucoup de femmes, on avait des jeunes aussi. On avait notamment un jeune. C'est pour ça que ce dont tu parles, ça me touche. Alors, je dirais pas son nom, on va dire qu'il s'appelait Fouad. Pour dire qu'il n'avait pas un prénom berrichon. Et lui, il avait témoigné dans le cadre d'une assemblée populaire. C'est un truc qui est un des combats de ma vie. Je veux dire, tant qu'on n'aura pas réglé ce problème-là, Reda, le reste n'est pas accessoire, mais en tout cas, tu ne peux pas le régler. Non, Et lui, il nous expliquait que il faisait des études. Alors, il nous avait dit l'intitulé de son truc, il était à la Technopole. Honnêtement, déjà, il faut faire 2 ans d'études rien que pour l'intitulé. Et, je lui dis stop, c'est bon. On a compris que tu voulais être ingénieur en je sais pas quoi, mais c'est un truc ultra en agronomie, enfin, technique. ouais, ultra technique. Machin. Et tu voyais qu'il était brillant, le minot. Et le truc déchirant, c'est que lui, il était sorti major de sa promo. C'est-à-dire que vraiment, c'est le meilleur de sa promo. Il avait balancé, comme tu as dit, 200 CV de partout. Il n'avait quasiment aucune touche pour des entretiens, même pas pour les entretiens. Et il était dans une école de Château-Gombert où il faisait un peu les trucs à l'américaine, là, tu sais, avec les tocs, les machettes et tout. Donc, la remise. Et ça, c'était après l'été. Lui, pendant tout l'été, il avait essayé d'envoyer les machettes. Et quand il est arrivé à cette remise de diplôme, machin, etc., tous ses camarades, qui s'appelaient pas Fouad, avaient déjà un boulot, avaient eu, mais en plus le choix, hein, 3, 4 demandes, etc. Ça. Lui, il n'avait pas, parce qu'il habitait à la Busserine, l'adresse de la Busserine, et le prénom, etc. Machin et tout. Et c'est là où il y a un hiatus. Moi, je dis que, tout à l'heure, tu disais, oui, c'est pour ça, comment on fait pour que les jeunes se mettent à voter. Moi, je pense que en réalité, tu peux croire ou pas croire ce que je raconte ou ce que racontent les politiques. Mais j'ai envie de te dire que mon expérience de syndicaliste m'a convaincu d'une chose, c'est que quand tu es dans un rapport de force avec les directions, etc., et c'est la même chose pour la dimension politique. Quand tu arrives tout seul, on ne te considère pas. On ne prend pas en compte ce que tu... En gros, on va te marginaliser, te dire, bon, lui, c'est juste un agent à problème, un employé qui casse les pieds, il n'a pas envie de travailler, etc. etc. Par contre, quand tu pars du principe que uni, le combat est beaucoup plus, pas facile, mais en tout cas plus simple à mener, ben, tu as déjà fait un grand pas en avant. Ben, la politique, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est problématique qui concernent les classes populaires et les personnes racisées, euh, parce qu'il faut appeler un chat un chat. Elles se résoudront pas que par la simple représentativité cosmétique. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas juste de mettre des gens à l'Assemblée nationale, etc. Il faut mettre des gens qui ont vécu ce que tu as vécu. Et en réalité, la totalité des classes sociales et ouais, pas communauté parce que ce mot ne me plaît pas, mais en tout cas, la totalité de la diversité de ce qui constitue la population française, elle est plus ou moins représentée. Ceux qui ne sont pas représentés, c'est les ouvriers, les classes populaires, etc. etc. Et donc, où est-ce qu'il y a toujours des problèmes? C'est que dans ces classes-là. Donc, la relation de cause à effet, elle est là. C'est que tant qu'on ne se mettra pas à voter pour leur dire, OK, et là, pour le coup, je ne fais même pas un truc pour dire, allez, appelez... je vous appelle à voter LFI, etc. Oui, bien sûr que je le fais. Mais ce n'est même pas le sujet. C'est que quand tu vas dans les quartiers où il y a des forts taux de participation, centre, sud, etc., tu t'aperçois que les problématiques,
par rapport à nos problématiques, c'est des problématiques presque, j'ai envie de dire, mais c'est ça le problème. Mais ils sont, On les veut, ces problèmes dans les quartiers. exactement. Tu dis, mais ils sont sérieux? Vraiment, c'est ça le problème? Toi, le bus, il passe une fois quand il a envie. Les poubelles, tu sais pas quand est-ce qu'ils viennent les ramasser. Quand tu veux aller en ville, il faut que tu prennes 13 bus, 12 métros et 3 heures de trajet aller, 3 heures de trajet retour. Si tu veux te soigner, quelqu'un qui va en dialyse, bon, c'est vrai que ça part en ambulance. Mais imagine, tu es encore en capacité de te déplacer. Il n'y a pas de centre de dialyse chez nous. Il n'y a pas d'outils d'imagerie adaptés, scanner, IRM dans nos quartiers, etc. Donc, tu es toujours obligé de te. Et cette distance qui est mise en place, elle n'est pas réglée. Pourquoi? Parce que ces problématiques-là, elles ne sont pas représentées au sein des exécutifs. La seule manière de faire bouger les choses, c'est que les gens dans les quartiers ou dans les noyaux villageois se mobilisent en masse et aillent voter. Parce que la réalité, elle est complètement. Ouais, je vais être cynique, mais le personnel politique, il réfléchit de manière très pragmatique, un peu dégueulasse. C'est-à-dire qu'il se dit, bon, écoute, Reda, toi, tu habites à la Busserine, vous votez à 10%. Ça Ça fait, sert à rien dans mon jeu de cartes. ça Ça fait- va? exactement. Bien sûr. Ça fait 200 voix. Qu'est-ce que je vais me casser le dos, moi, à vous régler vos problèmes d'ascenseur, vos problèmes d'inondation, etc. Ça. Ouais, si j'ai le temps, tu vois, entre une... Allez, je vais être méchant. Entre deux touches de peinture. Entre un merguez frites et Voilà. une partie de paddle. Voilà. Mais bon, Tu as été gentil. ouais, j'ai été gentil. Je vais faire ça. Et je vais voir Taureau, il habite dans un beau quartier, machin et tout. Ça vote Merci, ça fait plaisir. ça vote Dans le 11e. ça vote à 80%. Lui, je vais voir Taureau, je sais qu'il représente 800, 900, 1000 personnes qui vont voter. Eh ben, le travail, il est fait comme ça. Et malheureusement, il faut que les gens comprennent que si on veut exister politiquement, la première démarche, elle consiste à s'inscrire sur les listes électorales. La deuxième, c'est d'aller voter. Même si vous n'avez pas envie d'exprimer, tu vois, un truc clair. Vous avez le droit de vous tromper, de choisir une fois, deux fois, etc. Ça. Parce qu'après, la suite, c'est de réfléchir à pour qui je vote. Hein. Si effectivement tu votes pour des gens qui dans leur programme veulent te virer ou, Tirer une balle dans le ou pied. retirer les moyens que tu as déjà pas dans ton quartier, ben c'est un peu quand tu tires une balle dans le pied. Quoi. Eh oui, je profite pour faire une petite dédicace à l'association des Oliviers A qui, pendant ce mois béni, vont distribuer des colis alimentaires tous les soirs aux étudiants des lycées, des facultés que tu parlais, car c'est quelque chose que j'ai vu pendant 8 ans, j'ai vécu là-bas aussi. Et ils venaient manger tous les soirs, mais en vérité, ils venaient manger tous les soirs parce qu'ils n'avaient rien à manger. C'était pas seulement pendant ce mois-là qu'ils venaient manger, c'est qu'ils auraient aimé pouvoir manger tous les soirs gratuits parce qu'ils mangeaient qu'une fois par jour. Donc, dédicace à eux et Bravo. venez manger à l'association des Oliviers. Bravo. Effectivement, il y a une grosse vie associative qui est repartie aux Oliviers. Hein. À eux de continuer à mettre la pression et à de réfléchir à comment ils se projettent, y compris dans leurs objectifs et dans ce qui est bien pour leur quartier. C'est un clin d'œil que je leur fais. Monsieur Alouane, le mot de la fin? Le mot de la fin, je vais être un peu. Parce qu'on a parlé de racisme, de plein de choses qui ne marchent pas dans notre société. Mais pour faire un constat amer, des fois, la pauvreté, ça excuse tout. C'est la question? Oui. Non, la pauvreté exclut rien du tout. La pauvreté, c'est un état de fait. Et il faut la combattre pour ce qu'elle est. Après, si tu veux qu'on aille plus loin dans le débat, mais peut-être qu'on n'a pas le temps. Oui, on a le temps pour On a le cette temps question, oui. Si on doit aller plus loin dans le débat, la pauvreté explique beaucoup de choses. Elle ne les pardonne pas, elle ne les exonère pas de responsabilités, etc., parce qu'on pourra toujours sortir comment dirais-je, la carte méritocrate ou y compris des gens issus des classes populaires comme moi t'expliquent oui, moi j'ai réussi, pourquoi les autres ils s'en sortent pas? La vérité, c'est que c'est un coup de chance. Moi, j'ai vu des tas d'amis d'enfance qui sont tombés, mais c'est juste parce qu'ils n'ont pas eu la chance que moi j'ai eu de rencontrer les bonnes personnes au bon moment, de taper aux bonnes portes aux bons endroits, etc., etc. Jamais je me mettrais dans la position de dire oui, moi j'ai réussi, ça veut dire que eux c'est des feignants, etc. Ceux qui disent ça, en réalité, ils sont dans un processus d'auto-satisfaction et peut-être. S'autoflagelle. Non, ils s'auto-rassurent. Tu vois ce que je veux dire? Ils se promeuvent eux en se disant ouais, moi je suis bien. Moi, j'ai pas de souci avec ça. Je veux dire, ma conscience ou ma réussite, je la gère comme je la gère.
mais j'ai un regard critique sur la complexité des mécanismes qui, dans la société, te permettent ou te permettent pas de réussir. Et Reda, pour répondre à ta question, en réalité, quand tu es pauvre, tu as beaucoup de difficultés à réussir. Tout est fait pour que tu ne réussisses pas. Donc forcément, si la question c'est est-ce que quand tu es pauvre, tu es plus amené à tomber dans la délinquance, etc., la réponse est oui. Pourquoi? Parce que c'est une question de survie. Et je ne suis pas en train de le pardonner. Je te dis qu'il y a des tas d'endroits où effectivement des dispositifs devraient être mis en place, éducatifs, la prévention, les activités comme ce que vous faites par ailleurs ici, etc., et qui devraient être à la disposition de tout le monde. La culture, le sport. La culture, le sport, la santé, bien sûr. Ça, normalement, si on n'était pas en France, moi je suis à 1000% français. Et la devise, c'est liberté, égalité, fraternité. Moi, je veux que l'égalité soit une égalité de droit effective. Pas un truc de poésie où on parle d'égalité, mais en réalité, après, ben ouais, tu es plus ou moins égal selon la couleur de ton chapeau, quoi, tu vois. Liberté, égalité, fraternité, si tu as du blé. Et Reda, je comprends le questionnement, mais c'est aussi ce qui fait la base de la réflexion tordue de certaines organisations politiques, notamment le RN, etc., qui t'expliquent que dans les prisons, il n'y a que des Arabes et des Noirs. Mais les Arabes et les Parce Noirs, qu'ils sont jamais en prison. mais c'est surtout... Ils ont le passe-droit pour pas y aller. Mais c'est surtout que s'ils veulent discuter de ça, on peut discuter très très longtemps. Déjà, qu'est-ce qu'ils considèrent comme étranger, pas étranger? Et de deux, quand tu sais que par exemple un arabe ou un noir peut se faire contrôler 23 fois plus qu'un blanc, pardon, ben forcément, statistiquement, ça a une répercussion. Ça veut dire qu'en réalité, on criminalise un certain type de population. Et oui, effectivement, la pauvreté n'excuse rien en termes de délinquance. Pour autant, elle peut expliquer qu'en termes de statistiques, il y a une surreprésentation des pauvres par rapport aux autres. Par contre, ce qui n'est pas explicable et excusable, c'est la délinquance en col blanc. Et bon, quand tu vois l'affaire Weinstein, oui, c'est ça. Ah, mais oui, si tu parles tout de Kalachnikov. Oui, tu passes son collègue avec qui il a grandi pour une histoire d'argent. Et là, c'est personne qui appuie sur la détente, c'est nous-mêmes. C'est personne d'autre. Je suis d'accord avec toi, c'est choquant. C'est dans ce sens-là que tu te parlais de la pauvreté, si tu sais tout. Alors, le débat, on l'a eu très, très, très longuement. Mais pour que tu arrives à ce que la société produise des individus capables de cette forme de férocité, d'inhumanité, il faut que les conditions soient mises en place en amont. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr qu'il a la responsabilité politique et que celui qui fait ça, c'est un salopard. Faut se dire le truc. Moi, je sais, voilà, j'ai habité un temps au Micocoulier. Je suis resté en contact pendant un moment avec une dame qui avait perdu son fils, etc., et qui m'expliquait que ceux qui l'avaient tué dormaient chez elle, mangeaient chez elle. Je dis, humainement, comment tu peux accepter ça? C'est inacceptable. C'est insupportable, tu vois. L'idée est insupportable. Mais la réalité, c'est soit on reste au constat de l'émotion, et on peut, soit on prend l'émotion et on décortique aussi, on déconstruit comment, effectivement, on arrive à ce genre de profil-là. Je ne vais pas te refaire le film Scarface, qui a été compris à l'envers. Hein. Mais voilà, Scarface, c'est une allégorie de, voilà, attention, le danger de ce genre de trajectoire. Ça a été compris comme le monde des tatouages, si Tony Montana. Tu vois ce que je veux dire? Eh ben, c'est notre travail à nous. Ouais. Tu vois, les très vieux comme moi et les un peu plus jeunes comme vous, d'expliquer que ouais, ben, il faut qu'on continue à se tendre la main, à parler et qu'il y a des tas de comportements qui ne sont pas acceptables. Mais et aussi qu'on prenne un petit peu nos responsabilités. Hein. Et prendre nos responsabilités, c'est effectivement aller voter. Mais moi, je le dis, je passe un petit peu du coq à l'âne, mais en restant dans le sujet, quand il y a des problématiques dans les quartiers, etc., les gens sont souvent démunis. Nous, on arrive, on leur dit non, mais nous, on ne va pas régler le truc en donnant des appartements aux uns aux autres. D'une, on ne les a pas. Et de deux, le clientélisme, c'est une méthode. Moi, je veux une piscine dans ma villa, s'il te plaît. Voilà, une méthode qu'on rejette. Alors là, je suis écolo, donc je ne te la ferai pas de toute façon. Au catalan. mais je leur dis, vous savez, si vous montez une association ou un collectif de locataires, vous commencez à prendre les choses en main. Et toujours pareil, moi, j'ai rien inventé, Reda, et c'est des choses que vous connaissez, toi et toi. C'est qu'en réalité, quand vous vous mettez en collectif, en groupe, ben, la force, elle est là. Et la parole, c'est pas la même. Ben, c'est ce qu'on dit dans l'entrepreneuriat. Donc voilà. La chance d'entreprendre plus jeune. Seul, tu vas vite, mais à plusieurs, tu vas plus loin. Exactement. Ça ne va piano.
Exactement. En tout cas, merci beaucoup, Mohamed Merci à vous. Benzad. On va juste Candidat poser deux tête questions. de liste à la mairie. C'est trop tard, on a dépassé le temps. Candidat à la mairie du 13-14 LFI. Merci Mohamed, merci Reda. Merci, C'était monsieur Manifeste, Bensada. Merci vous. le podcast 100% politique où on parle de tout, sauf de politique. Merci.